Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Aujourd'hui encore, on va s'intéresser au réseau Ethereum. On va surtout s'intéresser au réseau parce que la dernière fois, on s'était intéressé au marché de l'Ether, donc le token utilitaire d'Ethereum qui est l'ETH. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux dynamiques fondamentales du réseau Ethereum, à son état de santé, à l'activité. Et on va aussi faire un petit tour par DL2 parce que je me suis rendu compte dans plusieurs vidéos et dans plusieurs posts que j'avais fait sur Ethereum que vous souteniez le fait que je n'allais pas suffisamment en profondeur vis-à-vis de ce qui pourrait être l'activité on-chain d'Ether, mais vis-à-vis du réseau Ethereum, pardon, mais vis-à-vis des layers 2, de tous les protocoles qui gravitent et qui se basent sur Ethereum. Donc on va faire un petit point là-dessus, un point qui est beaucoup plus développé bien évidemment pour les membres de Cryptost Academy, mais je vais quand même vous donner quelques infos qui vous paraîtront certainement pertinentes, du moins je l'espère. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je vous invite à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube de Cryptost Academy, en activant la petite cloche. Bien sûr, ça vous coûte vraiment rien, ça prend 2 secondes et nous, ça fait vraiment une énorme différence dans le référencement et la qualité de trafic qu'on est capable de vous donner grâce à la visibilité qu'on gagne avec le temps. Alors, question du jour. Est-ce que le réseau Ethereum est en sous-régime? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est vivant ce réseau en ce moment? C'est la question qu'on va se poser. Je vais faire je vais pas mentionner le prix de l'Ether au cours de cette analyse. On l'a déjà observé au cours de la dernière analyse et on voit bien que dans tous les cas, pas grand-chose qui a bougé dans l'ensemble depuis nos derniers constats. Le prix de l'Ether continue à former une phase de bottom aux alentours des valeurs qu'il avait enregistrées en début 2024, aux alentours des 2400-2600 dollars. C'est pas quelque chose qui est significativement important pour nous au cours de cette analyse, donc je vais passer outre et on va directement s'intéresser d'abord à la chaîne fondamentale. On va d'abord s'intéresser à la chaîne d'Ethereum en soi pour ensuite partir un petit peu plus loin et on va se poser la question du nombre d'adresses actives par jour sur le réseau Ethereum. On va essayer de comprendre quel est le comportement cyclique de l'activité on-chain d'Ethereum. Et on va se rendre compte que depuis notre dernière analyse, le nombre d'adresses actives sur Ethereum, il a quand même continué à perpétuer sa chute. On attend quasiment 440 000 adresses actives par jour actuellement, ce qui est un chiffre qui est équivalent aux données qu'on a pu enregistrer en janvier 2024. Et dans l'ensemble, malgré le fait qu'on a eu une hausse éphémère de l'activité entre février et avril, eh bien on se rend compte que le réseau Ethereum, il n'a pas su faire preuve d'un regain majeur d'activité, d'intérêt, aussi bien sur les prix que sur la demande transactionnelle. Si vous observez le bull run de 2020 à 2021, on a eu une hausse vraiment massive des adresses actives sur Ethereum qui nous montrait qu'il y avait beaucoup d'activités sur la chaîne principale. Ensuite, ça s'est un peu calmé pendant le bear market, pendant la fin de bull market puis le bear market, ce qui est tout à fait compréhensible, vraiment des vagues d'activité et d'adoption, parce que si vous vous rendez compte, eh bien au plus profond du bear market de 2022, eh bien il y avait quand même plus d'adresses actives qu'avant avant 2021. Donc dans l'ensemble, on a quand même eu un taux de rétention, entre guillemets, qui est sous-jacent, qui est assez important. Mais bon, depuis la belle hype qu'on avait eue en début 2021, excuse-moi, début 2024, je me trompe dans les années, entre janvier et février, même mars quasiment on va dire, 2024 jusqu'à plus tard, et il n'y a plus grand chose qui s'est passé. Il y a une raison pour laquelle comment dire, mars 2024 a été un tournant aussi pour la chaîne d'Ethereum, c'est l'arrivée du proto-dunk sharding dont on va parler un petit peu dans cette vidéo, mais on voit bien que depuis dans tous les cas l'activité elle est quand même très basse sur la chaîne. Encore une fois, je spécifie sur la chaîne principale d'Ethereum. Au niveau des nouvelles adresses actives, c'est bien de, au niveau des nouvelles adresses créées plutôt, parce que c'est bien de regarder le nombre d'adresses actives en ce moment, mais c'est bien aussi de regarder le nombre d'adresses qui est nouvellement créé, ce qui peut nous donner un proxy entre guillemets de la nouvelle demande extérieure qui arrive pour la première fois potentiellement sur le réseau Ethereum, sachant que la majorité du temps des adresses on peut les réutiliser sur Ethereum et c'est pas autant un problème que sur Bitcoin, même s'il y en a qui vont dire que je dis des bêtises. Ok, d'accord, certainement, mais dans l'ensemble, si on grossit le trait, c'est un comportement bien plus commun de réutiliser une adresse sur le réseau Ethereum que de réutiliser une adresse sur le réseau Bitcoin. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai quoi qu'on veuille en dire. Et donc, le proxy assez utile ici, c'est d'aller chercher le nombre de nouvelles adresses créées parce qu'elles représentent la majorité du temps une nouvelle demande transactionnelle qui n'existait pas précédemment sur le réseau. C'est des nouveaux utilisateurs d'une certaine façon, on peut le dire comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit
via cette métrique, on voit un constat relativement similaire qui est apporté par le suivi du nombre d'adresses qui a été créé récemment, parce qu'il suit littéralement la même dynamique. On a une hausse ponctuelle en début 2024 et un ralentissement progressif sans signe de force particulier depuis mars 2024. Donc au-delà de l'activité native qu'on a vu précédemment sur le réseau Ethereum, eh bien il y a une faible croissance des adresses qui sont nouvellement créées, et ça indique qu'il n'y a pas de nouvelles activités venues de l'extérieur qui sont en train de se manifester. On a quoi? On a quasiment 90 000, voilà, à peu près 80-90 000 nouvelles adresses qui sont créées par jour, ce qui est très très peu quand on compare déjà au bull market de 2021 où on avait plusieurs centaines de milliers d'adresses qui étaient créées par jour, ou même si on compare à la hype qu'on a eu entre février et mars où là on dépassait les 100 000 aussi. Donc on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'adresses actives en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nouvelles adresses qui sont créées non plus. Qu'en est-il du nombre de transactions? On pourrait se dire, bon, au niveau du nombre de transactions, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à regarder. Et oui, d'un certain point de vue, on peut dire qu'il y a une légère nuance à apporter, parce que le nombre de transactions réalisées quotidiennement sur le réseau Ethereum, même s'il suit la même tendance de fond, on peut lui accorder une modeste hausse au cours des dernières semaines, avec à peu près 1,13 million transactions, 1 130 000, enfin, je dis une bêtise, 1 130 000 transactions, c'est ça, réalisées par jour sur le réseau. Donc il exécute à peu près le réseau Ethereum autant de transactions aujourd'hui qu'il le faisait encore une fois en janvier 2024. Donc au final, les trois métriques qu'on a présentées jusqu'à maintenant, elles ont signalé par leur tendance de fond qu'on est sur un régime d'activité qui est un régime de sortie de bear market d'un certain point de vue, parce qu'on a eu un bull market où l'activité a vraiment accéléré très fort entre 2020 et 2021. Ensuite, l'activité a quand même pas mal ralenti entre 2022 et 2023, et l'année 2024 a amené une nouvelle dynamique haussière, une nouvelle tendance de fond haussière sur l'activité, sur les métriques de l'activité on-chain de la chaîne principale d'Ethereum, la chaîne fondamentale d'Ethereum. Mais dans l'ensemble, on voit que il y a quand même un petit ralentissement en ce moment. Donc pour l'instant, la demande transactionnelle, elle est restée relativement ponctuelle sur le début d'année et progressivement décroissante depuis, ce qui suggère qu'il y a un intérêt, mais que cet intérêt reste limité. Et cet intérêt des investisseurs d'Ether et des utilisateurs d'Ethereum, il reste limité pour certaines raisons. On peut aussi s'intéresser aux différentes utilisations de transactions, aux différents types de transactions qui sont réalisées sur le réseau, pour essayer de voir quels sont les usages les plus particuliers, les plus dominants vis-à-vis des applications qu'on peut avoir sur la chaîne d'Ethereum. Et là, je parle bien encore une fois stricto sensu d'Ethereum, sans parler des Layer 2 qu'on va aborder dans un instant. Quand on observe la répartition des différents types de transactions qui sont exécutées sur le réseau, on peut voir qu'il y a quelques tendances et quelques préférences qui sont en train de se former. Notamment, on voit que les transactions qui sont vers le haut ici, elles ont tendance à être un peu sous-représentées récemment, elles sont un peu écrasées par nos deux types de transactions les plus dominants. Donc les transactions de robots MEV et MEV, les NFT, les bridges entre différentes chaînes et les transactions de DeFi représentent une part de moins en moins importante et semblent attirer vraiment pas beaucoup d'utilisateurs en ce moment, qui sont potentiellement partis sur d'autres chaînes. Il faut savoir que la DeFi sur Ethereum c'est sympa, mais il y a certainement des protocoles de DeFi avec des chaînes alternatives qui offrent de 1 des meilleurs rendements et qui de 2 offrent aussi des frais plus faibles simplement. Donc ça peut être très très intéressant pour d'autres utilisateurs d'aller faire la DeFi sur autre chose que sur Ethereum stricto sensu, peut-être sur DYDX, peut-être sur Arbitrum, peut-être sur d'autres chaînes simplement, voilà. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a du coup une surreprésentation des transactions monétaires entre comptes individuels, donc vraiment des transactions des Ethers qui sont transférés entre EAO, donc entre comptes individuels, externally owned account. Donc on a beaucoup de ça, on en a quasiment un tiers maintenant, quasiment un tiers, voilà, c'est ça, 30% de toutes les transactions qui sont réalisées actuellement sur le réseau Ethereum, c'est des transactions qu'on dit vanilla, donc c'est typiquement ce qu'on fait sur Bitcoin quand on envoie un DBTC entre différents wallets, on envoie du capital, on envoie de la valeur. Ça représente actuellement 30% de toutes les transactions réalisées sur la chaîne principale d'Ethereum. Et il y a aussi des transactions qui sont des transactions qu'on appelle autres, qui sont qui rentrent dans aucune des catégories qu'on a vues précédemment et qui englobent des styles de transactions relativement particuliers, qui représentent quand même 27% même des transactions. Donc dans l'ensemble, ces deux types de transactions représentent à elles seules quasiment plus de la moitié, donc 58% des transactions quotidiennes sur la chaîne d'Ethereum, ce qui est quand même significatif. Donc on voit bien que les applications des différents narratifs qui ont pu être intégrés à Ethereum, comme les NFT, comme la DeFi notamment, eh bien ont progressivement soit migré vers d'autres chaînes, soit ont été sous-représentés vis-à-vis des
des transactions monétaires et des autres transactions qui ont lieu en ce moment sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on est capable de voir aussi? On est capable d'aller mesurer et d'aller observer le volume de transfert en Ether, donc en unité native, c'est toujours plus intéressant, sur le réseau Ethereum. Qu'est-ce qu'on est capable de voir ici? C'est que l'évolution du volume de transactions mesuré en Ether suggère qu'il y a une activité on-chain qui est relativement modérée, parce qu'on est quand même sur des valeurs qui sont relativement basses, avec à peu près 1,3 million, je crois, c'est ça, 1,3 million d'Ether transférés par jour. Et l'activité on-chain du réseau Ethereum, dans l'ensemble, elle reste de fait particulièrement limitée, avec le fait qu'on ait une dynamique de fonds qui soit légèrement haussière, mais il y a vraiment que seulement les transactions monétaires entre individus qui commencent à faire objet d'intérêt, ou du moins qui semblent faire objet d'intérêt, et les autres types d'activités qui ont apparemment soit perdu en popularité, soit migré vers d'autres chaînes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aller observer rapidement ce qui se passe vis-à-vis des layers 2, parce qu'il s'est passé une chose assez particulière en mars 2024, précisément le 12 mars 2024, on a eu l'introduction du proto-dank sharding. Oups là, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. On a eu l'introduction du proto-dank sharding qui est une manière d'apporter des transactions et de stocker de la donnée sur la chaîne d'Ethereum de manière bien plus cheap, bien plus économe, du coup qui a amené les blobs qui sont un format de stockage de transactions sur la chaîne d'Ethereum. Et avant même de parler des blobs rapidement, on va simplement observer la TVL, la valeur totale qui est verrouillée dans les contrats de staking, pas dans les contrats de staking, pardon, dans les contrats simplement les protocoles, qu'ils soient de la DeFi ou autres, qui sont des layers d'Ethereum, et on est capable de voir que sur l'année entre les années 2023 et 2024, donc les périodes où on a pu observer une chute dans l'ensemble de l'activité sur la chaîne principale d'Ethereum, eh bien on a pu avoir une augmentation graduelle et continuelle en fait de la TVL sur les layers 2 d'Ethereum, ce qui nous montre bien que le capital qui permet de faire fonctionner des protocoles notamment via du staking, mais pas qu'avec du staking, eh bien il a peu à peu potentiellement quitté Ethereum pour aller s'installer sur les Layer 2. Le plus gros Layer 2, enfin les trois plus gros Layer 2 étant actuellement Arbitrum, Base et Optimism. Dans tous les cas, on est sur une hausse qui clairement n'a pas ralenti, ce qui nous montre bien que la potentielle activité sur le layer 2 est bien plus importante que celle, enfin bien plus importante en termes relatifs bien sûr, mais en tout cas elle vit, il y a plus de vie potentiellement sur les layer 2 que sur Ethereum en ce moment, ce qui nous indique pourquoi les transactions autres que monétaires ont potentiellement migré vers d'autres chaînes. En parlant des blobs, rapidement on peut voir que du coup en mars 2024 on a eu une très très forte hausse et qu'on a un ralentissement pour le moment de tout ce qui est stockage de données via les blobs sur les chaînes secondaires, donc depuis Dencun, qui est du coup la mise à jour qui a amené le proto-dank sharding en mars 2024, et on peut voir que actuellement il n'y a pas beaucoup d'activité, elle est plutôt ralentissante, mais elle est potentiellement en train de créer une espèce de base ici. On est à peu près sur les mêmes valeurs totales que ce qu'on avait aux alentours des mois de septembre ou octobre, donc dans l'ensemble on reste sur à peu près entre 10 et 20 000 blobs postés par jour dans l'ensemble, qui se concentrent la majorité du temps sur trois grandes chaînes principales, la chaîne de Base, excusez-moi, un mélange entre blob et Base, donc la chaîne de Base, ensuite on a Taiko et ensuite on a Arbitrum. Donc dans l'ensemble ce sont les trois plus grandes chaînes sur lesquelles on retrouve des soumissions de blob les plus importantes. Voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui vis-à-vis de l'activité on-chain d'Ethereum. Donc dans l'ensemble, comment est-ce qu'on peut synthétiser tout ça? On peut le dire, les données on-chain du réseau Ethereum, elles suggèrent que l'activité on-chain sur le réseau Ethereum en soi, elle reste très très limitée. Suite à un pic d'activité entre février et avril 2024, les métriques du réseau, elles ont toutes chuté, retrouvant leur niveau de janvier 2024. Et actuellement, sur le réseau Ethereum stricto sensu, seules les transactions monétaires entre individus font vraiment l'objet d'intérêt. Les autres types d'activités ont soit perdu en popularité, soit migré vers d'autres chaînes. Et comme on a pu le voir avec les Layer 2, il y a eu potentiellement pas mal de migration de l'activité on-chain du réseau principal Ethereum vers des solutions de scaling de niveau 2, voire de niveau 3. Mais là, on parle seulement du niveau 2 dans cette vidéo. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui succinctement. Bien entendu, certains vont encore rester sur leur faim et dire oui mais t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça. Je sais, c'est le boulot de Crypto Academy. C'est aussi comme ça qu'on fait ce notre modèle simplement, et du coup si vous voulez avoir
plus d'informations vis-à-vis de l'activité on-chain du réseau Ethereum et des Layer 2, vous pouvez retrouver quelques métriques sympathiques qui sont présentées juste ici dans le thread Twitter que vous pouvez d'ailleurs liker et partager. Ça aide évidemment à la diffusion de cette information. Sinon, vous pouvez bien sûr retrouver l'article écrit et annoté directement sur le média Cryptost. Et bien sûr, si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager autour de vous et aussi, si vous voulez aller plus loin, à intégrer la fameuse famille de Cryptost Academy, dans laquelle on vous offre énormément d'informations, que ce soit sur des vidéos d'analyse technique avec Vincent Gann, des analyses approfondies de tokens avec le token de la semaine de la chasse aux airdrops où on est vraiment extrêmement actif, les récaps hebdomadaires avec les rapports mensuels où on vous fait vraiment énormément de synthèse de l'actualité, des points de vue sur la technique, sur le fondamental et sur l'activité on-chain et sur l'analyse on-chain même de différents tokens et de différentes tendances, que ce soit sur Bitcoin, Ether ou des altcoins. Donc vous avez vraiment de tout, il y en a vraiment pour tout le monde. Et j'aurais dû le mentionner en début de vidéo, mais on est en train de faire quelque chose qui est une première en France. On est en train de lancer la première formation on-chain pour les analystes on-chain en France. C'est une exclusivité, ça n'existe pas ailleurs. C'est chez Cryptost Academy et je vous en dis pas plus, on va avoir une petite campagne de publicité qui devrait arriver dans les semaines qui viennent. Mais si jamais vous êtes intéressé, eh bien il vous suffit de nous contacter chez Cryptost Academy et vous pourrez avoir accès selon les modalités à cette formation on-chain qui, je vous le dis, sera une des meilleures formations qui n'aura jamais existé en France. C'était ProfChain, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer et à transmettre cette information autour de vous et à nous contacter si vous avez des questions, évidemment. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain dans 2 semaines. À la prochaine.